Shahin, d'Aliénor de Broc, aux éditions Quadrature. Il était caché au fond de mon jardin. C'est là que je l'ai découvert, un dimanche matin du printemps. J'observais mes massifs d'hortensia, une tasse de thé vert à la main, quand il m'a semblé voir quelque chose bouger du côté du cabanon. Je revenais d'une semaine chez ma sœur, et je n'avais pas mis les pieds dehors depuis mon retour. Une ombre, une onde, un mouvement très furtif. J'ai pensé à la question de l'animateur radio l'autre soir. L'œil humain distingue mieux les nuances de vert que celles des autres couleurs. Pour quelle raison ? Aucune réponse de l'auditeur, écœuré de perdre la main si stupidement. Pour repérer les prédateurs dans la nature, voyons. J'ai souri en me rappelant ce détail, mais j'avais les jointures blanchies à force de serrer ma tasse à deux mains. L'ombre a de nouveau bougé, et il me semblait bien à présent qu'il ne s'agissait ni d'un chat ni d'un renard, mais bien d'une silhouette humaine. Un enfant qui aurait perdu son ballon ? L'ombre s'est dépliée, déployée. Ce n'était pas un enfant, mais un homme, dont je ne distinguais que la peau mate et les boucles sombres. Un tout jeune homme au fond de mon jardin. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je voulais voir si l'homme allait quitter les lieux. Peut-être était-ce un simple malentendu. Il allait se diriger vers la rue et s'en aller tranquillement. J'ai vérifié que ma porte-fenêtre était bien verrouillée et je suis restée là, masquée par les rideaux de taffetas. Mais le type ne partait pas. Au contraire, au bout d'un temps qui m'a semblé interminable, il est entré dans mon cabanon pour ne plus en ressortir. J'avais peur, évidemment j'avais peur. Mais sans cesse, j'avais cette phrase qui me trottait dans la tête, cette petite phrase de rien du tout. Demandez-vous ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Un truc que j'avais dû entendre lors d'une conférence sur le lâcher-prise, la pleine conscience. Je ne me souvenais pas exactement. Toutes ces heures passées à méditer et à réfléchir sur moi, il fallait bien qu'à un moment donné, ça serve à quelque chose. Que ça ait un impact quelconque sur mes actions. Réagir ou répondre. Les 3 jours qui ont suivi, j'ai pensé réagir, mais je n'ai rien fait. Incapable que j'étais de contacter les flics ou les services sociaux ou les pompiers ou qui que ce soit d'autre. 3 jours passés cloîtrés chez moi à observer aux jumelles la mince silhouette planquée derrière les rideaux de ma chambre au premier. Après avoir constaté que l'homme semblait bel et bien installé dans mon cabanon, avec quoi au juste, quelle maigre provision. J'avais attendu le soir pour aller planquer ma voiture 2 rues plus loin. Si je la laissais dans mon allée de garage, il allait la repérer tôt ou tard et déguerpir, très certainement. Déguerpir. Le terme juridique utilisé lorsqu'une expulsion est décidée par un juge. Ça me donnait des frissons. J'avais peur, oui, mais j'avais également peur qu'il s'en aille, qu'il décampe sans demander son reste et que quelque chose lui arrive. Quelque chose de grave, comme si je pressentais que ce cabanon était pour lui quelque chose de grave, comme si je pressentais que ce cabanon était pour lui l'abri ultime, le dernier bastion avant le grand saut, avant la fin. Il a plu presque sans discontinuer au cours de ces 3 jours, ce qui m'a facilité la tâche, car je pouvais garder le chien à l'intérieur et le sortir uniquement matin et soir, en quittant la maison par la porte avant. Si je le laissais s'aventurer dans le jardin, nul doute qu'il repérerait l'intrus en 10 secondes, et que c'en serait terminé de notre silencieuse cohabitation. Au soir du 4e jour, j'ai choisi de répondre. Le type n'était pratiquement pas sorti du cabanon depuis mon retour, ou peut-être très tard dans la nuit, quand après être demeuré à l'affût une bonne partie de la soirée, je finissais par me barricader dans ma chambre à coucher, poussant mon lourd secrétaire en chaîne devant la porte arrière de la maison et gardant ma bombe au poivre sous l'oreiller. S'il ne sortait que la nuit, il devait se contenter de faire les poubelles en compagnie des pies et des renards. Ce n'était pas ça qui allait lui permettre de tenir le coup, même si j'étais soudain devenue très généreuse avec mes restes, évitant de les donner aux chiens et les emballant soigneusement dans un petit sachet tout propre. Mais chaque matin, je constatais que rien n'avait été déplacé. Sans doute n'osait-il pas fouiller juste sous les fenêtres des voisins, préférant gagner la grande route et les bennes à ordures des restaurants. Le 4e soir, j'ai donc regardé ma peur dans le blanc de l'œil.
Ne t'en fais pas, ma vieille, je ne te chasse pas, mais toi et moi allons faire un petit tour jusqu'au fond du jardin. J'aurais volontiers emmené le chien, tant je me sentais seule en avançant vers les hortensias, le poing serré autour de la bombe au poivre au fond de ma poche. Du pain, des fruits, du fromage, une grande bouteille d'eau, un peu de viande froide, une brosse à dents, des serviettes. Le tout soigneusement disposé dans un panier en osier, comme si j'étais désormais l'heureuse tenancière d'une chambre d'hôte de charme. Quelle gourde! Sur une feuille blanche, j'avais écrit au feutre noir en lettres capitales « Welcome » et « It's okay ». Que pouvais-je lui dire d'autre? Je me suis approchée de la porte du cabanon, guettant le moindre son. Rien. J'ai déposé le panier à l'abri de la pluie et je suis rentrée chez moi mi-courant, mi-sautillant pour éviter de faire le moindre bruit. Ma bonne vieille peur ne m'avait pas quittée, cette fidèle, mais au moins à présent je pouvais un peu rigoler avec elle, essoufflée, avachie sur le canapé du salon. Le lendemain matin, rivée aux jumelles, la bouche étrangement sèche, j'ai constaté la disparition du panier. Le soleil était de retour, mais je n'ai pas osé sortir de chez moi de toute la journée, craignant qu'il ne m'attende en embuscade derrière un buisson. Il savait qu'il n'était plus seul, à présent. Comment prévoir sa réaction? J'ai décidé d'attendre en renouvelant ma mission de chaperon rouge à la nuit tombée. Cette fois, j'y ai ajouté du papier toilette. Je n'y avais pas songé plus tôt. Avait-il creusé une feuillée au fond du jardin? Je n'avais pas le cran d'aller fureter plus avant. J'ai récupéré le panier vide, déposé le nouveau, un cabas fleuri cette fois, déjà moins glamour que la veille, ma chambre d'hôte allait perdre un épi, et suis rentrée aussi vite que possible. Pareil le lendemain et le surlendemain, sans que jamais je n'aperçoive aucun mouvement. Il était décidément discret. Le dernier jour des vacances de printemps était un dimanche radieux. Un temps parfait pour jardiner, ce que je n'aurais pas manqué de faire en temps normal. Mais quand je me suis levée ce matin-là, ce n'était pas un lapin de Pâques ni un bouquet de jonquilles qui m'attendait, ramassé sur lui-même contre la porte vitrée de la cuisine. C'était l'ombre du cabanon qui se matérialisait enfin devant moi. 4 paniers garnis avaient eu raison de lui, et voici qu'il me fixait de ses grands yeux sombres, enfoncés dans leurs orbites, tout tassé qu'il était dans sa parka élimée. Que faire? Déverrouiller la porte ou non? À mes côtés, le chien grondait, l'échine ébouriffée. Ma peur aussi, plus intense que jamais. Je lui ai gratté la tête au chien, à ma peur, avant de m'avancer lentement. Il a alors levé une main, plaçant sa paume contre la vitre, face à moi. Ça va laisser une trace, ai-je pensé, me fustigeant aussitôt pour cela. Shower, avait-il écrit avec le feutre noir que j'avais pris le soin de lui laisser. Et en plus petit, juste au-dessous, please. J'ai souri. Logique, parfaitement logique. Respirant un bon coup, j'ai franchi les 2 derniers mètres pour lui ouvrir la porte. Il s'est faufilé à l'intérieur sans un bruit, comme un loup dans la bergerie, mais je n'avais plus vraiment peur. Grâce à ce que je lisais dans ses yeux, peut-être. Ou bien était-ce le point d'interrogation sur sa main qui avait eu raison de mes dernières défenses? Ça m'avait touché, ce point d'interrogation. Il ne prenait pas possession du territoire, il demandait, et poliment avec ça. Je lui ai indiqué les escaliers. Upstairs, j'ai dit tout bas, avec un drôle de chat dans la gorge. À ce rythme-là, on n'en avait pas fini de se raconter nos vies. Pendant qu'il faisait couler l'eau, je me suis glissée dans la salle de bain pour déposer une grande serviette et des vêtements propres. Des trucs parfaitement unisexes que je portais lors de randonnées. Vu sa minceur, ça devait aller. Puis j'ai attendu ce qui m'a semblé une autre éternité. Quand il est redescendu, la soupe était servie et le chien avait cessé de gronder. Il paraissait encore plus menu comme ça, les cheveux mouillés, mon sweater sur le dos. Je lui ai indiqué la chaise du menton. Nous nous sommes assis face à face, sans nous quitter du regard. J'ai coupé le pain pour lui en offrir. Il m'a remercié dans un souffle. Puis il a dit « Shahreen » et moi « Frédéric ». Frédéric, un prénom unisexe pour aller avec mon physique de garçon manqué,
Mes hanches inexistantes, mes petits seins, ma silhouette filiforme d'éternelle adolescente. Seule la peau des bras et du ventre commence doucement à plisser. 40 ans, ça ne pardonne pas. Quand Bruno est parti, j'ai tout fait pour garder la maison. Il s'en allait avant qu'on ait pu faire un enfant, et j'entrevoyais mon futur avec certitude. J'allais vieillir seule avec le chien, et si je partais d'ici, ce serait pour finir dans un petit 2 pièces du centre-ville, sans même une terrasse. Ma mère a eu le bon goût de mourir peu après. Un cancer foudroyant. L'héritage m'a permis de racheter la part de Bruno. Je vieillirai seule, mais je garderai le chien et cette vue que j'aime tant. La vue sur le jardin et, au-delà, l'horizon. La Manche et les lumières des falaises anglaises, tout au loin. Peut-être que c'est ça qui lui a plu à Shahin, d'apercevoir l'Angleterre, la terre promise par la lucarne de mon cabanon. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il a choisi de s'y cacher. Mais je n'allais pas lui demander de détails, pas tout de suite. Je l'ai regardé manger 2 bols de soupe et 4 épaisses tranches de pain, puis j'ai dit, toujours aussi simplement que s'il avait été mentalement retardé, « Bedroom, to sleep ». Il a eu l'air d'hésiter un moment, puis il a acquiescé et m'a suivi jusqu'à la chambre d'amis. Je ne l'ai pas revu de tout l'après-midi. Je préparais mes cours pour la rentrée du lendemain, assise à mon bureau face au jardin. Il a refait surface en début de soirée. Nous avons partagé un rôti de veau, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mis ma peur au lave-vaisselle avec les casseroles, histoire de lui laver un peu le cerveau, et j'ai proposé à Shahin de l'héberger. Je ne pouvais pas le faire passer pour un neveu, à cause de sa couleur de peau. Alors les jours suivants, j'ai dit aux voisins que c'était un étudiant étranger qui logeait chez moi pour le dernier quadrimestre. Mais les voisins n'ont pas posé tant de questions. Certains au début, puis plus rien. J'ai bonne réputation dans le quartier. Tout le monde me connaît depuis des années. Une fille sérieuse. Certainement pas le genre à cacher un clandestin. Les premiers temps, il n'osait pas quitter la maison. Le mois de mai a été exécrable, battant tous les records de froid et de précipitation depuis un siècle. Ça nous a bien arrangés. L'année académique touchait à sa fin, et je préparais la session d'examen au chaud face au jardin détrempé. L'arrivée de Shahin et la météo avaient repoussé mes projets horticoles. Il m'arrivait de soupirer en observant mes plates-bandes délaissées, puis je me rappelais la situation de Shahin et ce qu'il m'avait dit de là où il venait. J'avais honte alors, terriblement honte de mes problèmes de luxe. Je me levais pour faire du thé, chasser les images qui se bousculaient sous mon front, pousser sans bruit la porte de la chambre d'amis pour m'assurer qu'il dormait. Car il dormait beaucoup depuis son arrivée. Au début dans son sac de couchage à même le sol, prostré dans un coin de la pièce, puis, passé les premiers jours, dans le lit 2 personnes, enfouies sous l'épais duvet de plumes, sa chevelure seule dépassant des draps, taches sombres sur l'oreiller immaculé. Sans doute il ne m'a pas tout dit, mais peu importe. Ce que je sais me suffit. Il a fui le camp installé sur un site industriel à l'écart de la ville, un site toujours en activité. 500 migrants y vivent dans des conditions précaires. Il y est resté plusieurs semaines, participant comme tant d'autres aux prises d'assaut des camions en partance pour l'Angleterre. Il s'est fait prendre plusieurs fois, tapé dessus par les CRS. Il a renoncé quand son ami Hassam s'est fait tuer. Je me rappelle avoir entendu la nouvelle à la radio, un décès qui ravivait les débats. Au bout de plusieurs semaines, je suis moi-même allée chercher les papiers. Des faux, évidemment. Shahin avait un contact, une adresse sur un bout de papier chiffonné. J'ai ressorti ma peur de l'armoire où elle avait eu le temps de sécher pour me rendre compte qu'elle avait changé. Cette fois, j'avais surtout peur qu'il se fasse prendre et renvoyer d'où il venait. Il n'avait pas assez d'argent pour les payer. C'est cher des faux papiers de qualité. Alors j'ai pris sur mon épargne. Mes amis diraient que je suis folle, ma famille aussi, je m'en fous. Je n'ai jamais cru au destin, je n'ai jamais utilisé de mots comme celui-là. Mais il arrive que la vie nous surprenne d'une telle façon qu'on se retrouve la bouche pleine de clichés, d'archétypes dans notre âge qui prennent soudain sens. Destin, donc, ce serait. L'argent dormait sur un compte depuis le décès de ma mère. Je le conservais soigneusement au cas où je devrais faire réparer le toit
ou changer les châssis. Au diable mes petits calculs de ménagère, jamais je n'aurais de meilleure raison de le dépenser. Charine a bien entendu tenté de refuser, offrant de me rembourser à long terme, de travailler pour moi, mais j'ai tout balayé d'un geste de la main. Ce soir-là, on a ouvert un très bon cru pour fêter le début des vacances d'été et ses nouveaux papiers. Ensuite est venue une forme de nonchalance, comme une liberté qui nous serait offerte sans prévenir. L'été s'est écoulé lentement, un jour après l'autre, dans le bourdonnement constant des insectes du jardin et le sourd écho du ressac en contrebas des falaises. Charine apprenait le français, faisait des projets, et moi je jardinais enfin. Le soir, quand nous nous retrouvions sur la terrasse pour prendre l'apéro, je captais ses regards furtifs se perdant au-delà du cabanon, au-delà des buissons. À seulement 32 kilomètres de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre brillait de mille feux. Un appel constant, une promesse lancinante, et que faire pour l'en détourner? La rentrée de septembre approchait, quand l'idée m'est venue. Comme ça, l'air de rien, au beau milieu d'une nuit blanche. Une solution qui pourrait nous convenir à tous les deux, 3 en comptant le chien. Charine avait besoin d'une garantie, d'une sécurité, et moi, d'une famille. J'avais enterré cette idée depuis le départ de Bruno, mais voici qu'elle réapparaissait, à présent que je cuisinais pour 2 et que Charine emplissait la maison de ses bruits quotidiens. Les faux papiers, c'était bien, mais insuffisant. Par contre, un mariage blanc, ça le plaçait en sûreté, et ça m'assurait qu'il reste encore quelque temps. Donnant. La nuit dernière, après avoir fait l'amour à la lumière de ma lampe de chevet, il n'a pas regagné la chambre d'Annie. Il est demeuré couché sur le flanc, sa main se promenant sur mes clavicules et ma poitrine de garçon, un vague sourire aux lèvres. Je me suis tournée face à lui, effleurant les poils de son torse de la pulpe de l'index. Ces poils ne ressemblent pas à ceux que j'ai connus jusqu'à présent. Ils sont courts mais drus, comme la végétation des dunes suite à l'érosion. Un début de barbe ombrait son maxillaire. Je m'y suis frotté la joue, comme j'ai toujours aimé le faire avec mes amants. Charine en a profité pour m'embrasser. Longuement, profondément, comme jamais jusqu'à présent. Il portait son alliance et moi aussi, nous en avions pris l'habitude. Autant faire les choses jusqu'au bout, même si personne ne viendrait vérifier ce qu'il en était de notre union à cette heure de la soirée. Dehors, le vent soufflait en rafales, faisant trembler la frondaison des arbres, poussant les branches contre la corniche du toit. J'ai frissonné. Je pensais à l'hiver à venir et aux réparations à effectuer avant les premières gelées. Je pensais aussi que, quand Charine s'en irait, il me faudrait du temps, beaucoup de temps, avant de me sentir à nouveau chez moi, seule dans cette maison. Peut-être que je mettrais réellement une annonce pour héberger un étudiant. Je pensais à tout ça alors qu'il m'embrassait, et je n'ai pas fait très attention quand il m'a parlé. Dans sa langue, dont il m'apprenait les rudiments mais que je comprenais mal, tandis que son français s'améliorait de jour en jour. Je lui ai demandé de répéter, 1 fois, 2 fois. Je n'étais pas certaine de bien comprendre les mots. Il suffit d'un son, d'un souffle, pour que le mot ne soit pas celui qu'on croit, mais un autre. Il a ri, m'a renversé sur le dos, embrassant mes cheveux, mon cou, mes paupières. « Tu as compris » a-t-il affirmé. « Tu as compris » Ses yeux brillaient et les miens ne le quittaient pas, et j'avais le souffle court, et j'ai dit tout bas, comme pour moi-même, et parce que je n'y croyais pas, j'ai dit en français « Faire un enfant ? Pour de vrai ? Pas juste pour pactiser avec l'ennemi, avec l'État ?» Il a hoché la tête avec son sourire de jeune loup, trop plein de dents si blanches, si parfaites, et j'avais envie qu'il me morde, qu'il me mange, qu'il me prenne et se glisse sous ma peau pour se cacher en moi, là où personne ne viendrait le chercher, jamais, là où nous pourrions nous aimer et élever cet enfant ensemble, à l'abri des autres, loin du monde. Mais un tel lieu n'existe pas, je le sais. Alors j'ai ouvert grand les bras pour le tenir serré au plus près de moi, tandis qu'il chuchotait qu'il avait pris sa décision. Il restait.